Nous nous retrouvons pour la toute dernière vidéo de ce cours consacré au travail. Le travail épanouit-il ou aliène-t-il les hommes? Alors, j'ai posté ce matin la première moitié du Grand 3. Voilà, donc on va terminer en parlant un peu de Proudhon, du sens du travail. Alors, attendez, je bascule sur le plan du cours euh, que je vous ai envoyé. Alors, on était arrivé ici, hein, qu'est-ce qui donne un sens au travail? Bon, on avait parlé de l'égoïsme et de l'altruisme. Moi, je défends la thèse que, contrairement à ce qu'enseigne Adam Smith, il me semble que la dimension qui prime dans le travail, c'est la dimension altruiste. C'est-à-dire qu'en fait, travailler, c'est servir. Travailler, c'est pas ménager ses propres intérêts, mais c'est se soucier de ceux des autres. Je crois que c'est ce qui définit en fait un vrai homme de l'art, un vrai artisan, un vrai professionnel finalement. Alors, l'idée de servir est beaucoup malmenée par le management contemporain et on a trouvé par exemple une illustration de ce principe dans la vague de suicides qu'avait touché France Télécom. Bon, tout le monde en a entendu parler. Alors, c'est un cas intéressant, le suicide à France Télécom. Je veux dire par là que c'est un cas qui vraiment qui met en lumière la question du sens du travail. France Télécom avait toujours été jusqu'alors une entreprise nationale euh, et on avait décidé de l'ouverture du capital de l'entreprise pour voilà faire pour transformer cette entreprise vers un statut de droit privé, une entreprise privée par action, quoi. Bon, donc on avait ouvert le capital de l'entreprise, des gens avaient acheté des parts de l'entreprise, bon. Et donc en fait à partir de là, toute la gouvernance, comme on dit, de l'entreprise avait changé, et du coup aussi la façon de considérer le travail, d'encadrer le travail, enfin bref, le management aussi. Et on a à ce moment-là vu apparaître dans le fonctionnement de l'entreprise des personnels des ressources humaines qui, voilà, qui ont eu mission en fait de dire aux travailleurs, bon maintenant on change de méthode. Bon jusqu'à là vous étiez dans un système en fait de service public, c'est-à-dire bon vous étiez pas, vous étiez sur, en fait les salariés étaient sur des grilles salariales, bon et vous n'étiez pas, comment dire, dans une démarche d'intéressement personnel. À partir de maintenant, ça va changer. Donc, on a installé en fait ce qu'on appelle le management à la prime, quelque chose de très courant en fait dans plein d'entreprises. C'est-à-dire que voilà, on fixe en fait des tableaux d'objectifs pour chaque salarié, pour une période donnée, pour un trimestre, pour un mois, ça dépend. Et en fait, on définit un certain nombre de missions et un certain nombre d'objectifs, si vous voulez. Et le salarié a un peu un défi, quoi, c'est de remplir les missions qu'on lui demande, voire d'aller au-dessus, de performer ou de surperformer si c'est possible. Entre parenthèses, ce langage de la performance vient évidemment d'une certaine façon de considérer le travail, c'est-à-dire un certain management aussi. Bon, alors, ce qui se passe, voilà, c'est que quand on atteint on remplit le tableau d'objectifs, pardon, bon, on peut prétendre avoir une prime, et quand on dépasse même le tableau d'objectifs, voilà, à plus forte raison. Et par contre, pour les employés qui n'arrivaient pas à atteindre leurs objectifs, on a mis en place en fait un système qui a été jugé très durement hein, par la Cour. Vous savez que France Télécom a été condamné, enfin Orange a été condamné, non, si Orange a été condamné, et puis les responsables de l'époque. Euh, et ça allait jusqu'à des mutations forcées, voire enfin, en fait, des choses qui s'apparentent en quelque sorte un peu à des brimades. Bon, et c'est ça que n'ont pas supporté évidemment les salariés de France Télécom. Mais je crois que plus globalement, en fait, ils n'ont pas supporté qu'on leur dise, voilà, vous avez toujours fonctionné dans un esprit de service public, c'est-à-dire, bon, bah voilà, les types, ils se levaient le matin pour aller réparer des antennes pour le bien des utilisateurs, enfin c'est-à-dire de la société, hein, puisque c'est l'opérateur unique hein, à l'époque. C'était pas les clients, c'était pour la société. Vous voyez, c'est différent. Et un beau jour, ben, on leur dit, bah, écoutez, maintenant c'est fini, quoi. Maintenant, il faut vous soucier de votre tableau d'avancement, il faut vous soucier de la prime à la fin du mois. C'est fini, c'est ancien monde, quoi. Se soucier de comme ça, l'esprit de service public.
Et en fait, dans cette même période, d'ailleurs, on est toujours un peu dedans, on a beaucoup finalement discrédité voilà, le fonctionnaire, l'agent d'entreprise nationale qui ne serait pas efficace parce qu'il n'est pas intéressé personnellement. Il n'a pas en fait un système de primes qui le motive personnellement à la performance. Voilà. Et bon, alors le résultat en fait de ce management, de cette gouvernance, c'est que vous avez des tas de gens qui euh, n'ont n'ont plus trouvé le sens de leur métier et qui se sont trouvés méprisés et qui voilà qui avaient toujours travaillé dans l'esprit de servir les usagers et à qui on a dit non, ton travail c'est pas ça, ton travail c'est ton affaire. Et sans doute beaucoup de gens qui ont dû sentir que c'était en quelque sorte un peu une forme de prostitution, hein. C'est ce que ce que j'écris ici parce que au fond, vous voyez, ce raisonnement revient à dire le sens du travail, c'est ton salaire, c'est pas l'activité même que tu fais, hein, et on en a parlé en introduction. C'est vraiment une posture très problématique parce que dire cela, ça revient à dire bon, finalement, ce qui compte, c'est bon la paye, quoi, enfin, ce que tu vas pouvoir gagner à la fin du mois. Donc, à la limite, bon pourquoi pas plutôt vendre de la drogue ou se prostituer si ça rapporte mieux, quoi. Si c'est vraiment ça qui compte, juste le profit qu'on en tire et non pas le sens même de l'activité que l'on pratique, alors dans ce cas-là, finalement, l'activité n'a pas de sens, l'activité n'a pas d'intérêt, n'a pas de valeur. Et on pourrait définir cette attitude comme en fait une forme de prostitution, c'est-à-dire en fait se livrer à une activité non pas parce qu'elle nous semble représenter du sens ou un intérêt ou je sais pas quelque chose voilà qui nous apporte personnellement à titre humain quelque chose, hein, mais simplement parce que bon c'est un moyen de gagner de l'argent quoi. Voilà, c'est dans ce sens qu'on peut dire aussi, par exemple, les mercenaires sont pas des soldats, hein. Les mercenaires, en quelque sorte, se prostituent, c'est-à-dire servent n'importe quelle cause, du moment que ça rapporte quelque chose. Hein. Je crois que c'est ça qui détruit le sens du travail, en fait. Que on se trompe totalement en disant, voilà, on va apporter plus de sens au travail, plus de valeur au travail en faisant un objectif d'intéressement personnel. Et en fait, c'est le contraire qui arrive, je crois. Hein. Et j'ajouterais même que l'intéressement et la recherche du profit, en fait, ne sont pas d'excellents ressorts, d'excellents moteurs, si vous voulez, pour aiguillonner les compétences, les talents, l'intelligence des salariés et des travailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui me semble vraiment sortir du cadre de l'anthropologie libérale, c'est que lorsque nous sommes intéressés personnellement, lorsque ce sont nos intérêts qui sont en jeu, euh, nous ne sommes plus en position de faire les bons choix, nous ne sommes plus en position de réfléchir intelligemment, d'être rationnel, de regarder les choses à tête froide, à tête reposée. Hein, c'est le contraire qui arrive. Et donc, vouloir à tout prix que les gens soient plus performants du moment qu'ils sont intéressés, qu'ils sont sous la pression de leur intérêt personnel, de leur mutation, de leur, je sais pas, de leur prime, etc. En fait, c'est courir au désastre. Alors, un exemple, parce que vous allez me dire, voilà, c'est complètement gratuit de dire ça. Non, c'est pas du tout gratuit. Jérôme Kerviel, vous avez peut-être entendu parler de ce trader de la Société Générale, qui a fait perdre à son entreprise, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes assis, 50 milliards d'euros sur des investissements à risque. Donc, en fait, c'était un trader qui faisait des investissements à haut risque et donc il avait en fait l'aval de sa banque pour lui permettre d'engager des sommes très importantes sans vraiment en référer à ses supérieurs, parce que comme ces opérations extrêmement rapides, il faut vraiment saisir le moment. Voilà, donc il était un peu en roue libre. Alors c'était sa défense hein, à son procès, il expliquait qu'il avait l'autorisation de faire cela. Et ça, ses supérieurs disaient non, non, absolument pas, il a enfreint tous les codes, etc. Bon, n'empêche que pourquoi il faisait des opérations aussi risquées? Parce qu'il avait en fait une part de son revenu qui était directement liée à ses performances. En fait, son revenu était indexé à ses performances d'investisseur. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait n'importe quoi. Je veux dire, si en fait on a un intérêt vital en jeu ou vraiment un intérêt personnel énorme, en fait, on n'est pas en position de prendre les bonnes décisions. Voilà. Et c'est un peu ce qu'oublie, je crois, l'anthropologie du libéralisme. En fait, on est aussi tout à fait capable de prendre des bonnes décisions quand on se soucie en fait de l'intérêt général. Hein. Finalement, c'est pas honteux de le dire. Voilà. Alors, dernier point sur ça. Du coup,
que doit-on appeler un salaire? Qu'est-ce qu'un salaire? Je crois ici que le débat que pose Proudhon dans Qu'est-ce que la propriété? C'est un peu à l'envers, est tout à fait instructif. Il pose la question de savoir ce que c'est qu'un salaire, pour savoir si c'est une récompense ou si c'est un dédommagement. Une récompense ou une compensation. Voilà, c'est pas la même chose. Récompense et compensation. En fait, la théorie de la récompense, c'est la théorie la plus courante, la plus intuitive en fait du salaire, en se disant bon ben voilà, un travail de grande qualité mérite un salaire de grande qualité. Donc en fait le salaire c'est la traduction quantitative de l'excellence, hein, qualitative. Donc un professionnel qui est très bon mérite un très haut salaire et il y a une proportion entre le mérite et le salaire. Donc le salaire c'est la récompense. Voilà. Alors bon, dans les faits c'est faux. Dans les faits c'est l'offre et la demande hein, plutôt qui déterminent les salaires. Mais surtout en fait cet argument il est dangereux parce que regardez, si on l'applique au cas du médecin comme je l'ai proposé en introduction, bon, en fait, ça devient un chantage à la mort, hein, c'est-à-dire, voilà, je suis, par exemple, un médecin excellent dans mon domaine, je suis très habile, et je peux vous sauver de la maladie mortelle qui vous menace. Je suis le seul à pouvoir réaliser telle opération. Bon, alors, si je me prévaux de cette excellence pour dire, bah, du coup, je mérite un salaire, enfin, des honoraires, pardon, fabuleux. Donnez-moi, voilà, je sais pas toutes vos économies parce que du coup je vais vous sauver la vie. Bon, en fait, ça revient à mettre le scalpel sous la gorge des gens, si je puis dire. C'est-à-dire que ça revient à dire maintenant, donnez-moi tous vos biens, sinon vous mourrez. Hein. Bon, un vrai médecin ne dit pas cela, c'est pas possible. Ça, c'est pas un médecin qui dit ça. Et donc, en fait, le salaire, c'est pas la récompense. Le salaire, c'est la compensation, c'est le dédommagement. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, quand vous travaillez, excuse-moi, pour quelqu'un, vous consacrez de votre temps aux intérêts d'autrui, donc bah, en fait vous méritez un dédommagement parce que pendant ce temps-là vous ne pouvez pas vous occuper de vos intérêts. Voilà, c'est tout. Donc en fait, Proudhon affirme que la récompense ne peut pas être d'ordre quantifiable, ne peut pas être d'ordre monétaire. Hein. Il n'y a qu'un mercenaire pour croire une chose pareille. La récompense, on doit la rétribuer autrement, c'est-à-dire que la récompense doit être, on doit faire honneur au travail. Dans nos sociétés, on fait plus honneur au travail, on fait honneur à la richesse, c'est complètement différent. Hein. Il faudrait, nous dit Proudhon, voilà, en fait, pouvoir payer par des récompenses symboliques le mérite du travail, la reconnaissance. Hein. Pour ce qui est du salaire, par contre, ce n'est pas de l'ordre de la récompense, mais du dédommagement. On doit dédommager les gens pour le temps qu'ils passent pour nous, quoi, hein, qu'ils nous consacrent. Et donc, et très clairement, Proudhon affirme le principe de l'égalité salariale. Bon, c'est quasiment un gros mot, quoi, de parler d'égalité salariale. On a l'impression d'être une espèce de féroce révolutionnaire assoiffé de sang quand on évoque ce principe. Bon, en fait, non, vous savez, ça existe des entreprises qui pratiquent l'égalité salariale, même dans le show business, figurez-vous. C'est un peu inattendu, mais voilà, Ken Loach, par exemple, Ken Loach, le cinéaste irlandais, euh, qui est vraiment un cinéaste social, pratique l'égalité salariale sur ses tournages. C'est-à-dire que quand il fait un film, les acteurs, les artistes, les techniciens, etc., gagnent la même chose. Je veux dire, pourquoi pas? Et si chacun donne de son temps, eh bien chacun doit mériter. Voilà, dédommagement pour son temps. Et c'est pas parce qu'on est très bon dans ce domaine ou très connu qu'on doit pouvoir se tailler la part du lion et donc pendant que les autres se contentent des miettes, quoi. Hein. Bon, si vraiment travailler, c'est coopérer, travailler avec les autres, faire société, faire lien avec les autres, alors dans ce cas-là, bah, il faut partager à égalité les richesses que l'on crée. Hein. Voilà. Alors, à la limite même, regardez, l'argument du médecin, c'est-à-dire je justifie l'excellence de mes honoraires par l'excellence de mes compétences. Bon, enfin, le médecin, tous les médecins disent pas ça. Hein. Excusez-moi, je suis pas en train de dire du mal des médecins. C'est pas cela. Non, ce que je veux dire, c'est que si on dit, voilà, je suis excellent dans mon domaine, donc je mérite un salaire immense. C'est un raisonnement qui est pas cohérent au fond. Hein. C'est ce que dit Proudhon toujours dans Qu'est-ce que la propriété?
1840, il fait remarquer que si on met en avant son excellence dans son domaine, bon, alors on veut dire par là qu'on possède un grand savoir, des grandes qualités, des grandes compétences, une grande habileté, mais le savoir, on ne le tient pas de soi-même. Enfin, je veux dire, personne ne s'est inventé tout seul. Donc, si on est excellent dans son domaine, c'est parce qu'on a beaucoup reçu. C'est-à-dire que, d'une part, bon, si vous avez fait 10 ans, 11 ans d'études, ça veut dire que la société vous a quand même entretenu pendant un certain temps aussi. Hein, et d'autre part, si vous êtes excellent dans votre domaine, si vous connaissez beaucoup de choses, c'est parce que vous l'avez reçu de la société. C'est-à-dire que le savoir, c'est un bien social, c'est un trésor social qu'on se lègue de génération en génération. Donc le mythe de l'homme qui s'est fait tout seul, qui doit à lui-même son propre talent, donc il faudrait le rétribuer, etc., etc., à mesure de son excellence, c'est une fumisterie. En réalité, personne ne s'est créé tout seul. Hein, et l'excellence, on l'hérite, on la tient de la société. Donc, c'est absolument pas en fait un argument pour rançonner les autres membres de la société. Hein. Voilà. Voilà. On va terminer rapidement en parlant du point numéro 3 sur la collaboration. Voilà un beau mot. Alors, je sais pas pourquoi il est pas il est un peu sorti de, c'est plus trop la mode, quoi. Hein. Il y a pas beaucoup de programmes politiques, pas beaucoup d'hommes politiques qui mettent en avant ce terme, évidemment. Mais en fait, le concept est très beau, et c'est ça que je voudrais mettre en avant justement avec Proudhon. C'est que voilà, sa thèse, si vous voulez, c'est que la finalité du travail, elle est sociale, elle n'est pas individuelle. Hein, le sens du travail, la vocation du travail, c'est de faire société. C'est-à-dire qu'on travaille pour les autres, on travaille pour servir, on travaille pour la société et non pas pour son intérêt. Il faut juste être dédommagé de sa peine. Mais en soi, la vocation est sociale. Alors, en cela, d'ailleurs, Proudhon rejoint tout à fait les thèses qu'on trouve chez Platon, hein, sur la vocation sociale du travail. De même d'ailleurs que sur le salaire. Alors, dans Qu'est-ce que la propriété, Proudhon prend un exemple très très beau, très parlant, je trouve, pour comprendre ce que c'est que le travail. Et là, il le prend à un sujet légèrement différent. Alors, c'est l'exemple des 200 grenadiers. Alors, il fait allusion en fait à cette journée mémorable de 1836 qui vit 200 grenadiers, c'est-à-dire des soldats d'élite si vous voulez, ériger l'obélisque de Luxor sur la place de la Concorde à Paris. Bon. Et alors, lui, il prend cet exemple pour parler de l'exploitation, en fait. Hein. Et bon, voilà comment il l'utilise. Bon, vous prenez 200 grenadiers, il leur a fallu en 1836 un après-midi seulement pour ériger l'obélisque de la Concorde qui mesure 20 mètres de haut et pèse plus de 200 tonnes. C'est un monolithe, donc en une seule partie. Bon, et il a fallu seulement une après-midi. Alors lui, il prend cet exemple pour dire, bon bah voilà, c'est ça l'exploitation. La même chose, là c'est pas des salariés d'une entreprise, mais dans une entreprise, quand on fait travailler 200 personnes à n'importe quelle tâche, on leur paye 200 journées. 200 journées d'un ouvrier. Mais en fait, vous voyez bien que 200 personnes qui travaillent ensemble ne font pas du tout la même chose que la même personne en 200 jours. C'est-à-dire que nos 200 grenadiers, évidemment, en un après-midi, ils parviennent à ériger l'obélisque, mais personne en 200 jours n'en aurait fait autant à lui seul. C'est-à-dire que du coup, il y a ici une appropriation, si vous voulez, de la valeur collective qui est créée, de la valeur ajoutée, pardon, qui est créée par la force collective. Hein. En fait, quand vous avez 200 personnes qui travaillent ensemble, elles font beaucoup plus que 200 personnes isolées. Bon, et cette force collective, en fait, on paye des salaires isolés, on rétribue le travail isolé à chaque ouvrier, mais par contre, en fait, cette espèce de force collective qui émane du tout, hein, et qui n'est pas réductible à ses parties, qui la paye? Personne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ici une plus-value qui est finalement appropriée par le patron, l'entrepreneur, enfin bon, dites comme vous voudrez. Et voilà, c'est un exemple pour lui de l'exploitation. Bon, moi je laisse ce côté exploitation. Je veux juste revenir sur le fait que les 200 grenadiers, ici, euh, font émerger une force collective, hein, et que dans cette force collective, eh bien, la reconnaissance marche parfaitement. C'est-à-dire que, bon, déjà, premièrement, bah, les grenadiers, quand plus tard ils se promènent dans Paris le dimanche au bras de leur épouse, enfin, ça, bon, ils voient l'obélisque et ils doivent ressentir une fierté formidable parce qu'ils voient leur propre effort qui est fondu dans ce monument, dans cette œuvre,
hein. Et c'est-à-dire qu'ici, il y a une reconnaissance collective. Vous voyez, comme dans ce que dit Hegel, mais ce que dit Hegel, c'est un niveau individuel. Mais en fait, ça marche aussi parfaitement au niveau collectif, hein. C'est-à-dire qu'en fait, cette espèce de force collective, vous voyez, qui émane des deux sangs, qui n'est pas réductible à chacun d'entre eux, cette force collective va créer en fait un lien social, et c'est ce qui fait que par le travail, on peut s'épanouir en fait. Je veux dire, on peut effectivement trouver en fait des relations d'amitié solides dans le travail, parce qu'on quand on fait quelque chose de collectif, qu'on se reconnaît collectivement dans la même œuvre, eh bien c'est une expérience humaine qui est intense, qui est très forte. Et donc en fait finalement ce que produit le travail, c'est pas seulement des richesses, c'est aussi et d'abord du lien social. Hein, c'est-à-dire qu'en travaillant ensemble, on a une expérience de vie qui est voilà, qui n'est pas comparable à une autre. C'est pas la même chose que simplement le loisir, l'amitié, l'amour. Enfin, c'est autre chose, c'est une autre type de relation sociale. Hein. Et l'idée de Proudhon, c'est qu'en fait, la vocation véritable du travail, c'est de faire société. Hein. Alors, en cela, il représente un mouvement politique qui est très, tout à fait spécial, qu'on a appelé, qu'on appelle à juste titre l'anarcho-socialisme. Hein. Alors en fait, si vous voulez, il y a deux anarchismes. Évidemment, c'est très étonnant d'entendre cela. C'est un anarchiste qui est très spécial. Ah, d'abord, premièrement, c'est un anarchiste catholique. On a envie de se dire, mais non, l'anarchisme, c'est forcément ni Dieu ni maître, quoi. C'est des gens athées. Bah, en fait, non, pas forcément. Et donc, lui, il représente autre chose. Alors, pourquoi je cite cette particularité? Parce que en fait, j'ai parlé volontairement dans le grand 1 de la valorisation chrétienne du travail, et pour dire même qu'il peut y avoir quelque chose comme, pour ainsi dire, de sacré dans le travail. C'est exactement la thèse de Proudhon, sauf que lui, c'est pas pour des raisons religieuses, hein, mais le travail est la seule chose sacrée dans la société, la seule chose qu'on doit vraiment respecter. Les gens qui travaillent, les gens qui donnent de leur temps, de leur force, de leur énergie, de leur personne pour l'œuvre collective, voilà. Hein. Et donc, c'est en cela que c'est un socialiste. Le travail est la base du fondement du lien social. Hein. Anarchiste parce qu'il estime que ce n'est pas à l'autorité centrale de l'État ou du capital d'organiser le travail. Et donc, en fait, il est favorable à l'auto-organisation des ouvriers, des travailleurs. Et donc, il n'attend pas une sorte de grande révolution comme on aura au XXe siècle, voilà, chez les Russes, hein, parce qu'il sait d'avance, lui qui est ouvrier, il sait d'avance que ce sera un grand bain de sang qui finira forcément par retomber sur les ouvriers. Hein, il dit que ce sera la Saint-Barthélemy des bourgeois, mais ça sera également la Saint-Barthélemy à un moment donné des ouvriers. Ça, il le voyait parfaitement. Et donc, il n'attend pas le grand soir. Lui, ce qu'il veut, c'est que les ouvriers, en fait, s'auto-organisent et donc rachètent, en fait, l'instrument de travail, rachètent des ateliers, rachètent des entreprises, rachètent des usines. En fait, son projet, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des SCOP, quoi, c'est-à-dire des sociétés coopératives. Son but, c'est que les ouvriers cessent de travailler pour des gens qui les exploitent et qui captent les richesses sans les produire. Hein, mais pour cela, il faut que les ouvriers deviennent eux-mêmes maîtres de l'outil de travail, c'est-à-dire en fondant par eux-mêmes leurs entreprises, des entreprises coopératives dans lesquelles on ne va pas entretenir quelqu'un qui possède le capital et s'enrichit sans travailler, hein, mais dans lequel en fait chacun va toucher le fruit de son propre labeur. Hein. Voilà, c'est ça son modèle. Alors, donc, il a inventé toutes sortes d'outils coopératifs, des outils collaboratifs, si vous voulez, pour mener à bien cette ambition. C'est-à-dire, par exemple, il a fondé la Banque du Peuple. La Banque du Peuple, c'est un organisme autogéré pour que les ouvriers mettent leurs économies en commun pour permettre ensuite de prêter de l'argent à des groupes d'ouvriers désireux de fonder une entreprise coopérative. Hein. Et donc la Banque du Peuple pratiquait l'emprunt sans intérêt. Hein. Ils ont aussi monté des mutuelles ouvrières pour soutenir des grèves, pour permettre d'assurer la santé de ses membres, etc. Bon, en fait, voilà, c'est des projets coopératifs, hein, dans l'idée que le travail doit assurer le lien social et être la base du lien social. Voilà. Je m'arrête là. En guise de conclusion, vous trouverez quelques mots que j'ai laissés, voilà, ici, hein, pour rapidement expliquer que finalement, vous voyez, la conception du travail qu'on a engage aussi toute une conception de la société, et que la société
le travail basé sur le chacun pour soi dans une société concurrentielle, voilà, qui aujourd'hui montre clairement ses limites. Hein. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis, portez-vous bien.